Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette deuxième session des roundtables entre l'IFRI et l'OCP Policy Center qui porte sur la notion d'émergence et l'approche croisée entre approche économique et approche géopolitique. Nous nous retrouvons aujourd'hui 22 mai après une séance qui avait eu lieu à Rabat le 2 décembre où nous avions travaillé sur 4 pays, la Chine, la Russie, la Turquie et le Maroc. Et aujourd'hui, nous avons travaillé sur la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Indonésie et, il m'en manque un, le Brésil, évidemment. J'oublie presque le plus gros. Voilà. Peut-être rappeler à grands traits ce qui s'est passé sur le plan géopolitique entre le mois de décembre et le mois de mai. C'est évidemment l'émergence de l'État islamique qui a eu des impacts sur toute la recomposition au Moyen-Orient et des impacts en particulier sur un pays que nous avions étudié au mois de décembre, la Turquie. Et puis, évidemment, les suites du conflit en Ukraine avec la déstabilisation de l'Est ukrainien après l'annexion de la Crimée qui a tendu un peu plus les relations entre la Russie et ses principaux partenaires occidentaux avec maintenant un régime de sanctions qui pénalise la Russie. Donc c'est dans un contexte géopolitique dégradé, au fond, que nous nous retrouvons aujourd'hui au mois de mai, avec des indicateurs économiques qui, pour les pays que nous étudions, sont néanmoins assez positifs. Et je laisse Karim peut-être les présenter, dépeindre à grands traits le cadre économique dans lequel nous avons travaillé aujourd'hui. Merci Thomas, et très heureux aussi de vous retrouver pour passer en revue ces 4 nouveaux pays. Peut-être dire rapidement ce qui nous a amené à cette initiative, c'est que maintenant, près de 6 à 7 ans après la crise de 2007-2008, la crise financière, on voulait un peu regarder où en sont les différents pays émergents, comment ils ont réagi au niveau de leur politique et quelles sont les politiques économiques et quels sont les défis auxquels ils font face au plan économique et bien sûr, d'un autre côté, quels sont aussi les défis et comment ils sont influencés par les évolutions au plan géopolitique. Je pense que l'un des défis principaux que partagent tous ces pays-là, c'est aussi la question des trappes de croissance modérée qui affectent bon nombre de ces pays émergents, et notamment les BRICS, avec des révisions à la baisse de la croissance potentielle, et les réactions qu'on peut avoir face à ce défi. Donc, comment innover davantage, comment augmenter le taux de rendement du capital, comment réduire le chômage et intégrer la force de travail vers des activités plus innovantes, comment réagir aux évolutions de l'économie mondiale qui connaît une reprise fragile, ça c'est plutôt à court terme, et comment aussi préparer le futur avec des réformes structurelles. Et je pense qu'il y a un certain nombre de leçons qui se dégagent, ou en tout cas de choses d'apprentissage, de cette période un peu complexe. Et je voudrais passer tout d'abord la parole à notre ami Uri pour nous donner un peu son appréciation sur ces différentes dynamiques et comment lui voit donc, en perspective ces 5-6 dernières années, et puis peut-être quelques mots sur les évolutions récentes et les défis et les opportunités que ça pose pour ces pays émergents, avant ensuite de voir en revue les pays dont on a parlé aujourd'hui. Ok, merci Karim. Je dirais qu'il y a plusieurs leçons de la crise. La première leçon, et peut-être la plus importante, c'est les grandes vulnérabilités du monde se sont trouvées dans les pays industriels, aux États-Unis et en Europe, et non pas dans les pays en développement. Ça, c'est peut-être la plus grande leçon de la crise et la très grande difficulté du monde de sortir de cette crise est due au fait qu'elle est centrée dans la partie du monde qui a été le moteur et qui est le moteur du monde, qui sont les pays avancés. La deuxième leçon est que les pays en développement en général ont très bien réagi à cette crise, dans le sens que l'effet sur eux a été absolument inférieur à ce que beaucoup de gens craignaient. Et à cause de la flexibilité du taux d'échange qu'ils ont adopté
du meilleur politique macroéconomique, des réserves. On est assez étonnés, nous les spécialistes, en regardant ces dernières années, qu'il y ait eu si peu de crises majeures financières qui ont touché les pays en développement. Troisième grande surprise, bonne surprise, c'est la bonne performance de l'Afrique, qui est de nouveau un élément relativement nouveau et qui, je pense, dans ces grandes lignes, continue aujourd'hui. Maintenant, pour finir, tout n'est pas magnifique dans ce contexte. Un des effets de la crise, c'est que plusieurs pays en développement, en voyant leurs marchés principaux, qui sont les marchés dans les pays développés, diminuer aussi rapidement, ils ont adopté des politiques de réflation intérieure. Et surtout, c'est le cas de la Chine, par exemple. Ce qui a porté à une reprise remarquablement rapide en 2009-2010 de la crise, mais qui, de l'autre côté, ces politiques de réflation, ces politiques expansionnistes qui les pays en développement ont adopté, ont créé des mécanismes insoutenables, en quelque part. On a créé des excès, que ce soit dans la création de liquidités, que ce soit dans la balance des paiements négatifs de plusieurs pays, que ce soit dans leur position fiscale, qui dans beaucoup de cas est devenue négative, un sous-chauffement de ces économies qui est devenu très manifeste en 2010, en 2011, et qui maintenant résulte à une décélération considérable des pays en développement. Mais à mon avis, c'est un phénomène surtout cyclique, et que donc, quand on passera cette mauvaise période dans les pays en développement, je veux dire, ce n'est pas un désastre, hein, on fera quand même 4% de croissance, très probablement cette année, 4,5% de croissance dans les pays en développement, que j'estime que dans le moyen terme, on va revoir de nouveau une accélération. Peut-être tout de suite passer à Moubarak Lo sur, peut-être vous pouvez nous donner votre appréciation dans ce contexte de la situation rapidement en Côte d'Ivoire. Est-ce que le pays, quels sont ses résultats, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui relève un peu du rattrapage, qu'est-ce qui relève de la croissance permanente à long terme du point de vue des politiques? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la crise de 2008-2009, ça a commencé comme une crise financière et ça devait évoluer à une crise économique et plus tard à une crise sociale. Fort heureusement, les pays en développement, parce qu'ils n'étaient pas intégrés pour la plupart dans la finance mondiale, parce que beaucoup n'avaient pas de marchés boursiers très élevés, ils n'ont pas été affectés par le volet crise financière. Bon, c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui n'a pas subi fondamentalement les conséquences de la crise financière. Dans le volet économique, c'est vrai, comme l'a dit Dadouche tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, comme les autres pays africains, exporte vers les marchés européens, vers le marché américain, vers les marchés asiatiques qui, quand il y a une baisse de la demande, forcément, ça doit se ressentir dans le produit intérieur brut, son évolution. Ici, à ajouter que la Côte d'Ivoire, dans les années 2000, c'était une année de crise sociopolitique. C'est vrai que ça s'est tassé à la fin des années 2010, mais avec l'élection de 2010, il y a eu, disons, un conflit qui a émergé, qui a fait que l'année 2011 a été une année avec une croissance négative de moins 4%. Lorsque le président Ouattara a été installé en mai 2011, l'économie a commencé à reprendre, ce qui a fait qu'en 2012, 2013, 2014, on a connu des taux de croissance de 9 à 10%. Une partie, c'est du rattrapage, parce que si vous faites une croissance négative, vous ne pouvez que faire mieux. Mais une autre partie, c'est vrai que c'est la relance économique qui a été décidée par le gouvernement, une volonté nouvelle d'aller de l'avant.
Maintenant, le défi pour le pays, c'est de maintenir cette dynamique, parce que c'est facile de lancer la croissance, mais le plus difficile, c'est de maintenir la croissance. Comme on dit en anglais, sustain growth. Ça suppose forcément une diversification du tissu économique, parce qu'aujourd'hui, l'économie, la croissance est surtout tirée par les services, et l'autre moteur, il change d'année en année. On n'a pas des moteurs constants. Parfois, c'est l'industrie, parfois, c'est le secteur non marchand, parfois, c'est l'agriculture. Mais le gouvernement a une volonté, d'ici 2020, d'accélérer la diversification, surtout la transformation structurelle de l'économie, parce que si vous prenez les produits exportés aujourd'hui, sur le cacao, il y a 30 à 35% de transformation, mais tout le reste, la transformation est inférieure à 5%. L'ambition du gouvernement, c'est dans tous les produits d'aller à 50%. Il y a également des moteurs qui ne sont pas encore exploités, parce qu'il y a des ressources comme le manganèse qui ne sont pas encore réellement exploitées. Le jour où ça va démarrer, on peut espérer que la Côte d'Ivoire aura un ressort pour pouvoir maintenir des niveaux élevés de croissance, mais surtout créer de l'emploi, parce que c'est ça qui est également le fondamental, parce que l'ambition d'émergence, c'est aussi de créer une classe moyenne qui consomme. Comme on disait dans la conférence, il faut qu'ils consomment aussi des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Donc ça suppose aussi cette diversification, cette création de PME qui irriguent l'économie et qui puissent répondre à la demande intérieure. Peut-être pour faire la transition avec nos amis brésiliens, peut-être d'abord vous, Ottaviano, si vous pouvez nous dire, un pays qui a réussi à bâtir une classe moyenne, qui a eu des bons résultats, comment est-ce que le Brésil aujourd'hui se situe dans ce contexte? Vous pouvez parler en anglais. Hein, si D'accord, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici. Brazil, like other emerging markets, was able to respond to the downturn by resorting to counter-cyclical fiscal and monetary policies. And that reflected, to a large extent, the improvement in the quality of economic policies in the previous period. Having said that, Brazil, like other emerging markets, repeated the doses during the second dip of the global crisis in 2012. And in the second turn, the results were not like the first ones. To some extent, one of the lessons, and that applies not only to Brazil but to most other emerging markets, was about the need not to be complacent and to go back to the agenda of structural reforms that was responsible for raising the potential growth in the previous years. So I would say that now the economy seems to be on track in that regard. The positive side is that the level of employment has remained reasonably unscathed even during the slow growth slowdown. But now the government and the country as a whole has to get back to the agenda of structural reforms so as to be able to cross the conjuncture and get back to growth from next year onwards. Peut-être quelques mots sur le Brésil, Alfredo, sur le plan aussi géopolitique, comment tout ça affecte le pays. J'ai envie de parler sur le Brésil que de répondre un peu à notre ami Louis et aux autres. C'est que d'abord, je me méfie beaucoup de la catégorie d'émergence. Parce que quand on parle d'émergence, il y a un arrière-goût de vieux paradigme du rattrapage, le développement comme rattrapage. C'est-à-dire les émergents, c'est ceux qui commencent à émerger dans le même paradigme que les autres, et on va finir par rattraper les pays riches en faisant la même route que les pays riches. Et je crois que dans le monde actuel, on ne peut plus regarder ça en termes de pays ou même en termes de région. Parce que ce qui a émergé depuis une vingtaine d'années, ce n'est pas tel ou tel pays, mais c'est une économie globalisée qui a émergé. Et un système de production et de financement qui est devenu global, transnational, à travers les chaînes de valeur transnationales, etc., ou qui a intégré un peu les intérêts de tout le monde dans cette affaire. Et quand on parle d'émergents aujourd'hui, on parle en fait de pays, comme la Chine, comme l'Inde, qui ont profité de cette économie globale en trouvant des niches qui leur apportaient beaucoup. La Chine, par exemple, en créant des produits finis, l'atelier du monde, l'Inde à
travers les services d'informatique, etc. Le Brésil avec des matières premières qui rentraient dans cette chaîne de valeur. Donc, tous ces pays ont profité de ça. Or, cette nouvelle donne, c'est-à-dire cette espèce de production de masse pour une consommation de masse à travers des chaînes de valeur globalisées, je pense a atteint une limite avec la crise de 2008. Une limite qui est d'abord écologique. Donc on commence à faire attention à ce qu'on fait. Si tous les Chinois ont une voiture, c'est évident que ça crée des problèmes pour le reste de l'humanité. Des limites de consommation. Le gros de la consommation mondiale, c'est les États-Unis et l'Europe. Environ presque 2 tiers de la consommation privée globale. Un peu moins, mais presque ça. Or, cette consommation dans les années 90 et 2000 était de plus en plus difficile à maintenir et elle était de plus en plus suscitée par des crédits bon marché, par des choses comme ça. C'est-à-dire on s'endettait pour pouvoir continuer à faire tourner la machine. Ça, c'est arrivé, les subprimes, c'est exactement ça. On est arrivé à une espèce d'arrêt dans cette affaire. Et on avait beaucoup de difficultés même à augmenter la productivité de ces chaînes. Donc on se retrouve dans une sorte de choses qui bloquent. Or, aujourd'hui, on avait parlé beaucoup que les émergents auraient pu se découpler du Nord, du Sud, du Nord. Bon, encore, tout ça est une illusion complète, puisque tout le monde était couplé à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on a une nouvelle donne qui commence à se mettre en place. Avec la convergence des nouvelles technologies, la robotisation, les technologies d'information, on est en train de dévier vers un système qui est un système de production distribuée avec consommation personnalisée et qui ramasse le gros de la valeur ajoutée mondiale. Et ça, ce système-là est en train de venir des États-Unis, est en train de repartir à l'Europe. Et donc les émergents aujourd'hui, ils sont un peu coincés dans la façon de faire parce qu'ils peuvent continuer à faire de la production de masse, de la consommation de masse en général, mais ils vont perdre beaucoup de marché au Nord. Et donc comment est-ce qu'ils vont tenir avec des marges de plus en plus faibles dans cette affaire-là? Moi, ma peur, et je terminerai par ça, c'est que peut-être on insiste au contraire à une sorte de découplage relatif des grandes économies du Nord vis-à-vis des économies du Sud. Et ça devient quelque chose de compliqué. Mais bon, peut-être on va demander à Alain Antil de parler un peu du Nigeria. Les politiques économiques ou les stratégies restent quand même importantes dans l'évolution d'un pays. On a quand même là l'exemple d'un pays dans lequel il y a des progrès importants à faire en termes d'infrastructures, d'accès de production et d'accès à l'électricité, de réforme du cadre un peu de l'environnement des affaires, etc. Donc ça reste important. Alain Antil, si vous pouviez nous dire un petit peu ce qui ressort sur le Nigeria, un peu de nos discussions. Je pourrais déjà commencer par dire, à la suite du précédent intervenant, qu'on a un exemple de découplage puisque le Nigeria est principalement un producteur de pétrole et qu'il a perdu son principal client qui était les États-Unis, puisque les États-Unis depuis quelques années se sont mis massivement à produire du pétrole de schiste. On a un pays qui connaît à la fois, qui est impacté par plusieurs facteurs. D'une part, une violence et une conflictualité qui grève ses capacités de développement. Le deuxième point, c'est que c'est un pays qui est très très dépendant de ses exportations au pétrole. Plus de 90% des exportations du pays sont des exportations de pétrole, alors même qu'il importe massivement de l'essence. Plus de 70% du budget repose sur le pétrole. Donc ce pays va vivre difficilement la diminution des cours du pétrole. Même si par ailleurs on a évoqué quelques facteurs d'amortissement. On ne saurait limiter l'économie nigériane à simplement ce qui entre, ce qui sort et ce qui rentre de ses frontières. Ceux qui connaissent le Nigeria voient une modification assez importante ces dernières années,
avec le développement d'un secteur financier, d'un secteur bancaire, le BTP, les télécommunications avec le mobile, le développement d'une classe moyenne, une réémergence de l'agriculture qui avait pratiquement disparu. La grande question qui se pose pour finir cette première intervention, c'est les capacités des gouvernements à piloter l'économie du pays. Je crois que ce qui est ressorti notamment d'une des interventions, c'est qu'il y a un désintéressement complet des populations de ce que peuvent faire les structures fédérales. Finalement, le président Buhari a été élu par 15 millions de personnes, alors que le pays compte 180 millions d'habitants. Évidemment, ce n'est pas 180 millions de votants potentiels, mais c'est finalement très très peu. On ne sait pas chiffrer l'économie nigériane, ni d'ailleurs la population nigériane. On a vu que simplement en changeant les modes de calcul, le Nigeria a gagné 200 milliards en 2 ans, et qu'à 10 ou 20 millions près, on ne sait pas combien il y a d'habitants au Nigeria. Tout simplement parce que les 36 États qui forment la fédération ont tout intérêt à gonfler leur population pour absorber la rente pétrolière qui est redistribuée en fonction d'éléments clés comme notamment les populations de chaque État. Donc on a une situation extrêmement complexe. Justement, je voudrais prolonger ce que tu viens de dire sur le Nigeria comme pays rentier, pour poser une question à Yuri sur les conséquences d'un prix du pétrole relativement bas, à 65 $, les conséquences à la fois pour les pays producteurs, et parmi les pays qu'on a examinés aujourd'hui, il y a des pays producteurs comme le Nigeria, puis également pour les pays consommateurs. C'est-à-dire que cette baisse, c'est aussi une bonne nouvelle pour un certain nombre de pays, je pense peut-être à la Côte d'Ivoire notamment. Comment pourriez-vous décrire au fond les conséquences de cette baisse, parce que ça a effectivement aussi des conséquences géopolitiques très lourdes. Un des enjeux évidemment aujourd'hui, c'est toute l'incertitude qui pèse avec la situation au Moyen-Orient et l'évolution du pays clé qui est l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui est un pays en guerre au Yémen, avec une tension très forte avec un autre pays clé qui est l'Iran. Est-ce que vous pourriez essayer de relier au fond ce cadre géopolitique aux conséquences d'un baril à 65 $? Je dirais que les grandes conséquences d'un baril à 65 $ dans le court terme est positif pour la conjoncture globale, tout simplement parce que la consommation de pétrole est beaucoup plus répandue que la production de pétrole. Et donc, quand le prix du baril chute, les consommateurs de pétrole ont tendance à dépenser plus de ce que les producteurs de pétrole réduisent leurs dépenses. Et qui ont, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, des grandes réserves. Et donc, cela aide l'économie mondiale, et je dois dire que l'économie mondiale a besoin de cette aide en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de fragilité, y inclus dans les pays qu'on vient de discuter, comme le Brésil, par exemple. Donc ça, c'est une conséquence importante, tout le temps que, bien entendu, le bénéfice du prix au baril plus bas parviennent aux consommateurs, et les consommateurs augmentent leurs dépenses. Ce qui est en général le cas en ce moment. Deuxième grande conséquence, comme tu l'as dit, Thomas, est au fait qu'il y a des effets très différents par pays. Alors, la Russie, parmi les pays qu'on traite ici, la Russie souffre énormément. Le Nigeria aussi a subi un choc négatif très important. De l'autre côté, le Maroc ou le Côte d'Ivoire, qui sont des importateurs importants de pétrole, gagnent de façon importante, et tout le temps que la nouvelle configuration de prix reste, vont continuer à gagner par rapport à ce qu'on avait. Mais il y a une troisième conséquence qu'il ne faut pas ignorer. C'est que malheureusement, cette chute du prix du pétrole
rendra le monde plus dépendant du pétrole. Et ce qui veut dire que ça va encourager la consommation de pétrole, ça va encourager en fin de compte la production de pétrole, parce que la production du pétrole répond à la demande, et ça va dissuader ou dissuader les investissements dans les énergies alternatives. Et donc, tout ce qui est les effets climatiques qui deviennent de plus en plus évidents, on risque de voir une aggravation et une accélération de ce phénomène extrêmement dangereux pour l'économie mondiale. Et c'est pour cela que la chute du prix du pétrole pose d'importantes questions aux décideurs, non seulement en ce qui concerne les politiques de court terme, qui sont plutôt évidentes, je dirais, mais les politiques de long terme, et pose la question, à mon avis, directement, est-ce qu'il ne faut pas quelque part compenser cette chute du prix du pétrole par une augmentation des taxes dans les pays industriels, surtout aux États-Unis où les taxes sont très très basses, et également de la diminution des subsides au pétrole dans les pays en développement, et ceci est en train d'être fait. Parce qu'en Égypte, en Inde, dans plusieurs autres pays en ce moment, au Maroc, on a réduit ces subventions. Par contre, dans les pays industriels, il n'y a pas eu une hausse des taxes. Ottaviano? That's exactly an important point to stress. Countries like India and Indonesia haven't taken the chance, the opportunity to scrap their fossil fuel subsidies. And that should be seen as an example to be followed by those in advanced economies who have hesitated to seize the opportunity to create a carbon tax. Because otherwise, this window of opportunity to finally getting rid of all the bad aspects associated with the fossil fuel consumption will be lost. Among the BRICS, for instance, the countries with which I've been working the last few years at the World Bank, the impacts have been very much differentiated. On the one hand, you have losers like Russia in this case, but on the other side, you have countries like South Africa. South Africa had been facing a decrease in the prices of the commodities that they export, while the oil price had remained high. Now, at least the price of oil is tracking down on the other metals. Brazil is a special case because Brazil, although it is still a net importer, a small net importer, it was on the verge of becoming a major exporter, and at the margin, the oil-related investments comprise a substantial chunk of the pipeline of investments. So now the country is obliged to adjust itself to the new prospects associated with the oil price. Sur la partie, pour peut-être une question pour toi Thomas, sur la partie géopolitique, en fait on a revu 3 pays, donc on a 4 pays dont on a parlé, Brésil, Indonésie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Il semble que, ce que tu disais Alfredo, un monde en transformation, avec une division internationale des processus de production qui est profondément affectée et de manière un peu différenciée selon les pays par la révolution digitale. Des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont dans une phase de reprise de croissance avec des perspectives plutôt positives, en tout cas par rapport à la décennie passée. L'Indonésie qui est un pays qui est dans un environnement qui n'est pas toujours facile au plan géopolitique et qui a des vraies questions de passer à l'étape suivante, de sortir un peu de cette trappe de croissance modérée. Le Brésil qui lui-même aussi a des résultats peut-être en deçà de son potentiel, avec un taux de croissance autour de 0 et 1 qui probablement devrait, même en faisant assez peu, être autour de 2-3. Donc cette capacité des pays à mettre en place les bonnes politiques rapidement
et qui parfois semble si évidente à des économistes et donc à nous ici on est un peu dominant là autour de la table, on n'était pas nécessairement dans la salle. Comment tu vois un peu ces interactions et quel rôle de l'environnement externe et les difficultés de l'environnement externe, son instabilité affectent les politiques internes et un peu cette dynamique par les grandes régions qu'on a prises, puisqu'on a 2 pays africains, un pays asiatique, un pays d'Amérique latine. S'il y a si c'est un peu variable en fait ces difficultés d'environnement externe. Moi, ce qui me frappe quand on regarde les 8 pays entre la séquence là, à Rabat et celle aujourd'hui à Paris, c'est qu'en réalité, il faut distinguer, à mon avis, parmi les émergents ou réémergents, ça dépend les termes qu'on utilise, les pays capables de porter un projet de puissance de manière délibérée, construite, avec une forme de revendication politique, par rapport à des pays qui sont beaucoup plus, je dirais, dans une émergence qui se limite au champ économique et sans véritable aspiration politique. Et si on raisonne comme ça, il y a probablement une très nette différence entre la Chine, qui est complètement hors catégorie maintenant, et qui en même temps a la particularité d'avoir une dépense militaire qui croît de plus de 10% par an, et donc qui va à terme rejoindre celle des États-Unis. Alors il va se passer encore un peu de temps, mais ce sont des horizons de temps à 10 ou 15 ans, donc ce sont des transformations très, très, très profondes. Un pays effectivement comme la Russie, qui est plus un réémergent, qui est un pays de rente et qui en même temps recourt à la force pour modifier son environnement extérieur. Un pays comme la Turquie aussi, qui d'une certaine manière avait une velléité un peu de puissance, et c'est plutôt un échec, c'est-à-dire que la grande politique voulue par Erdogan au plan régional, compte tenu de la situation en Syrie et en Irak, n'est pas celle qui était espérée par la Turquie. Puis il y a les 5 autres qu'on a étudiés qui sont dans des logiques très, très différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout, à mon sens, les classer dans la même catégorie, parce que ce sont des pays qui, au fond, sont assez peu capables de produire de la sécurité et qui donc sont par rapport à ces logiques-là, je dirais beaucoup plus à subir les transformations du monde qu'à pouvoir essayer de les accompagner, mais qui ont beaucoup plus de mal à pouvoir les initier. Alors il y a le cas un peu particulier, mais voilà, Alfredo non, bien sûr, parce qu'il y a le cas très particulier du Brésil, mais ce que je retiens notamment de la discussion de cet après-midi, c'est le fait que la politique de puissance du Brésil a fait long feu d'une certaine manière et n'a pas forcément répondu aux espoirs que certains pouvaient avoir. Moi, je crois que c'est, comme a dit Octavien au cours de la chose, c'était un one-shot comme ça, qui était un peu hors chose. Pour une raison tout à fait simple. C'est que c'est l'environnement dans lequel est le Brésil. C'est difficile d'avoir une politique de puissance quand on est menacé par personne. Quand on est menacé par personne, et qu'on ne menace personne, et qu'on vit dans un environnement où il y a beaucoup de menaces internes, il y a beaucoup de guerres civiles, de problèmes, etc. Mais l'Amérique latine, depuis le XIXe siècle, la fin des 2 ou 3 grandes guerres, est un continent en paix du point de vue interétatique. Il y a très peu de conflits interétatiques, il y a des petites choses qui sont réglées par-ci par-là, etc. Donc le Brésil a toujours été très enfermé dans lui-même, très défensif vis-à-vis de possibles menaces. Aujourd'hui, la politique de défense brésilienne, n'oubliez pas que le Brésil a un ministère de la Défense seulement depuis 1998. Avant, c'était des ministères de l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., mais qui étaient là juste pour gagner de l'argent, essayer de se battre avec les copains pour avoir du budget. Mais aujourd'hui, le premier livre blanc brésilien est un livre qui dit très clairement « Nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des vulnérabilités. » Sauf que si on n'a pas d'ennemis, comment calculer les vulnérabilités? C'est très difficile de proposer un budget de défense, parce que comment on justifie le budget de défense? L'armée brésilienne a toujours été un armée de maintien de l'ordre interne. Sauf qu'aujourd'hui, petit à petit, le Brésil commence à avoir des intérêts un peu vers l'extérieur. Alors on commence à avoir des programmes type le sous-marin nucléaire, pas arme nucléaire, mais avec un propulseur nucléaire, que la France est d'ailleurs en train de donner la coque de ce sous-marin. Mais on ne sait pas très bien comment le justifier. On dit que c'est pour protéger le pétrole en mer.
Et pour ça, on a plus besoin d'une corvette d'une garde-côte que de ce marin nucléaire. Donc il y a des... Il y a des bons représentants de commerce. Il y a des bons représentants. Non, il n'y a pas seulement ça. C'est que l'armée brésilienne et les élites brésiliennes ont toujours été obsédées par la maîtrise de la technologie de pointe. Beaucoup plus que par les armes, quelque chose. On veut avoir la technologie, parce qu'on pense qu'un grand pays doit être capable de maîtriser la technologie. C'est ça l'idée. Un des défis des émergents, enfin, c'est quand même de passer des économies largement fondées sur l'imitation à des économies. Oui, mais là, sur même là, l'innovation, oui, mais là, c'était la technologie nucléaire, spatiale. Le Brésil est obsédé par ça, ce qui est juste, c'est tout à fait correct. Oui, il y a une aspiration à la puissance quand même de la part dans ce sens. Il y a une aspiration velléitaire à la puissance, parce que comment on peut justifier? Le Brésil n'a jamais eu une idée de projection. Même sur l'Atlantique. Mais non, même sur l'Atlantique. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle doctrine où on parle de l'Amazonie bleue. Hein, c'est l'Atlantique. Mais il n'y a pas de doctrine là-dedans. On est vulnérable, peut-être qu'un jour quelqu'un peut nous menacer. Donc, par contre, je sais qu'avec certains États africains, on commençait à trouver bizarre que dans le document de défense brésilien, la doctrine de défense, il y avait écrit que les intérêts stratégiques brésiliens allaient jusqu'aux côtes africaines, aux plages africaines. Et certains pays ont dit, mais pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a rien entre nous, il n'y a pas une mer internationale, il n'y a pas un truc comme ça. Donc, Ce qu'on voit, nous, sous le contrôle et peut-être la contribution de Moubarak, c'est que quand même, vu par exemple du Maroc ou de l'Afrique, il y a un potentiel, en tout cas économique, formidable. Ça, c'est clair. Entre un pays comme le Brésil et ses voisins aussi d'Amérique latine, en termes de commerce, d'échange, de savoir, et notamment par rapport au grand succès brésilien sur l'agriculture, sur la maîtrise de la technologie au plan agricole. Il y a là très clairement des... On a des tas d'ambitions, on a des possibilités énormes. Ce que je pensais, c'était en termes de puissance pure. Je pense que les élites brésiliennes n'ont jamais eu un vrai projet de puissance vers l'étranger, pour une raison tout à fait bête, c'est que ça coûte cher. Et puis ça demande des efforts sur plusieurs quand décennies. on veut faire de la puissance, ça coûte cher d'être puissant. Même en Amérique latine, quand Lula a commencé à dire il faut qu'on soit un leader d'Amérique latine, immédiatement c'était bon, un leader doit aussi garantir des biens communs. Ça coûte cher, ça coûte cher. Donc, en général, le Brésil a des grandes ambitions d'exister dans le monde comme un global player, comme un grand partenaire économique, et je pense qu'il y a pas de possibilité, mais je ne pense absolument pas que le Brésil a un projet de puissance au sens strict, parce qu'on est loin des grands problèmes du monde. Bon. C'est vrai. Et peut-être c'est un avantage. Ah oui? Pendant très longtemps, je me disais, oh, mon pays, il fait rien, gna. Tout d'un coup, je me dis, non, avec à mon âge, c'est peut-être pas mal. Hein. On n'a pas besoin de mettre autant d'argent dans l'armée, dans les machins, les trucs. Vivons cachés, vivons heureux. Ou vivons... Oui, ou certains pourraient appeler ça une médiocrité heureuse, d'autres pourraient appeler ça une chance. Mais bon, voilà, c'est la sagesse peut-être, mais sur Moubarak, peut-être sur une locomotive potentiellement importante, régionale, qu'est le Nigeria, au-delà de la question géopolitique et dont Alain pourrait dire également quelques mots. Comment vous voyez le Nigeria, Côte d'Ivoire, les complémentarités, les échanges, l'interconnexion des infrastructures de réseau et de ce potentiel? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Il y a là aussi probablement un rattrapage et des gains de croissance assez faciles, entre guillemets, à prendre. Oui, c'est vrai que le Nigeria ne se rend pas compte de son potentiel de leadership régional. C'est vrai que ça a varié depuis le départ de Obasanjo. Le Nigeria est un peu disparu de la scène africaine, en tout cas en termes politiques, parce que sous Obasanjo, c'était vraiment le moteur de l'intégration avec le président sud-africain. Il y avait aussi le président de la commission, Konaré, qui était dans cette dynamique.
Mais depuis lors, sous le président Jonathan, en tout cas, on a vu un Nigeria plutôt tourné vers lui-même, qui cherchait plus, peut-être comme le Brésil, à prendre en charge ses défis économiques et sociaux. Alors qu'aujourd'hui, du fait de sa taille, parce que n'oubliez pas que le Nigeria fait presque 200 millions d'habitants, avec une base industrielle, même si les exportations sont surtout portées par le pétrole, mais il y a une base industrielle aujourd'hui au Nigeria qui pourrait très facilement pouvoir irriguer tout l'ensemble régional. Donc, je pense qu'il y a un débat intérieur qui devrait se produire au Nigeria. Bon, on a un nouveau président, je ne sais pas s'il va saisir cette opportunité, malgré les défis de Boko Haram. Est-ce qu'il va essayer enfin de tourner l'économie du Nigeria vers la sous-région? Les banques nigériennes ont compris le message. Aujourd'hui, on a une offensive forte des banques nigériennes dans la sous-région. Dans tous les pays, pratiquement, vous avez des banques nigériennes. Mais l'industrie ne suit pas encore. Peut-être qu'il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le richissime homme d'affaires Dangote. nigérien, Dangote, lui, Aliko Dangote. peut-être il est seul, mais aujourd'hui, je verrai un Nigeria moteur du développement industriel et agro-industriel en Afrique de l'Ouest. Ça suppose des infrastructures parce que la faiblesse des échanges en Afrique de l'Ouest, de l'intégration régionale, c'est d'abord un problème d'infrastructure. Je viens de finir un rapport sur l'intégration en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, ce qui freine les échanges, c'est d'abord les infrastructures. Mais fort heureusement, il y a de grands chantiers qui sont en tout cas en projet, notamment une autoroute qui va quitter le Nigeria, Lagos, jusqu'à Abidjan, qui va traverser 6 pays. Alors, si on avait cette autoroute, il y a aussi la question du chemin de fer, parce que c'est le chemin de fer qui permet réellement de déplacer les biens. Je pense que l'intégration régionale allait se développer. Vous avez parlé du Brésil tout à l'heure et du Nigeria, mais je pense que même la Chine, à certains égards aussi, hésite à avoir cette volonté de puissance aussi. On aurait pu citer la Chine. Peut-être que pour les pays en développement, il y a peut-être une stratégie en plusieurs étages. D'abord, c'est le développement interne. Et une fois qu'on sent que vraiment on a atteint ce niveau d'équilibre en termes de développement, on essaie de développer cette volonté de puissance. Peut-être que pour la Chine, en Asie, c'est d'abord un problème de sécurité. Donc l'ambition qu'il peut se faire, c'est plus protéger sa sécurité, mais ce n'est pas une stratégie offensive pour développer son influence diplomatique ou en tout cas au niveau militaire. C'est perçu un peu différemment pour ses voisins, type Japon, Oui. Vietnam, Philippines. En tout cas, au niveau voilà. de la Chine, c'est le message Bien sûr, qu'ils non, non. font passer. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si la Chine arrive à éradiquer le chômage, la pauvreté, très forcément dans les 50 prochaines années, il faudra compter avec la Chine. Ce sera valable pour le Brésil. Le jour où le Brésil aura résolu ses contradictions économiques et sociales, forcément il y aura cette volonté de compter parmi pas seulement les émergents économiquement, mais les émergents au niveau militaire et politique en général. Peut-être Alain sur le Nigeria et vos perspectives et pourquoi les choses, ce que l'on voit, ce potentiel formidable dans cette région. Alors, avant de répondre à votre question, je vais un peu continuer la réflexion sur le Nigeria et ses voisins, ou en tout cas et l'Afrique de l'Ouest, en termes politiques. C'est vrai qu'à l'indépendance, Paris et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, qui sont quand même les plus nombreux, étaient très inquiets de la naissance de ce géant déjà à l'époque, et n'ont eu de cesse d'essayer de lui nuire. Ils avaient peur que ce pays devienne finalement trop puissant, trop imposer ses vues sur toutes les questions, et au fur et à mesure des décennies, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout le cas. Parce que comme l'a dit Monsieur Lo, le Nigeria a toujours été tourné vers ses problèmes intérieurs avant de s'inquiéter de ses voisins. L'inquiétude qui pointe aujourd'hui chez ses voisins et dans les pays d'Afrique, c'est justement que les problèmes du Nigeria débordent sur ses voisins. C'est Boko Haram, c'est le MEND à une époque, c'est les réseaux de criminalité qui sont très présents, c'est le pays d'Afrique ou un des pays d'Afrique qui a
les réseaux criminels les plus développés. Et on en retrouve en Guinée, on en retrouve en Guinée-Bissau, on en retrouve dans beaucoup de pays. C'est surtout ça qui inquiète les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous le disiez, il y a sur le papier, il y a à la fois une croissance démographique, il y a à la fois des potentialités. Il y a d'ici 2050, ce pays sera un des plus grands pays du monde en termes de population. Il y a des ressources, notamment en gaz, ça a été souligné, le pays exploite pratiquement pas son gaz qui est brûlé depuis les années 80 alors qu'il pourrait être exploité. Donc potentiellement, il y a évidemment d'énormes possibilités, mais il y a une corruption endémique, il y a des fractures territoriales très très fortes, des niveaux de développement qui n'ont rien à voir entre le nord et le sud. C'est comme quand on compare le littoral chinois avec les lointaines provinces de l'intérieur. En réalité, on parle de 2 pays, de 3 pays, de 4 pays. Et donc, il me semble que le Nigeria a encore énormément de chemin à parcourir pour devenir une vraie locomotive pour la région. Bon, c'était une note un peu pessimiste, mais il y avait une note plus optimiste dans la discussion sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a quand même renoué avec une très forte croissance, une stabilisation de la situation intérieure. Donc, je ne voudrais pas qu'on reste sur une idée pessimiste de la journée. On a vu, on a vu aussi des exemples avec l'Indonésie en dépit de difficultés. Peut-être corriger un petit peu l'impression négative. Thomas, if the emerging markets get back to what they had to do in terms of structural reforms, there is a growth potential to be tapped, including It's about policies and quality of policies. Donc, je pense que ce qui ressort, je ne sais pas, Uri, si je conclue un peu la même chose, mais ce que je retire de ces 8 pays qu'on a passés en revue à 6 mois d'intervalle, c'est que les politiques comptent à la fin, et que si on a de bonnes politiques, on a quand même de bons résultats. Si on est en paix avec son voisinage, c'est mieux. C'est plus facile, on se rend la vie peut-être un peu plus facile, si le voisinage est aussi... donc, quelles seraient les 2 ou 3 grandes leçons pour ces 4 pays qui ont quand même des défis assez similaires à la fin que vous retirez en termes de politique, de bonne politique? Je dirais une observation de base suisse qu'a dit Ottaviano, c'est qu'on est au milieu d'un processus historique de long terme de rattrapage, tout simplement. Pour 80% de l'humanité. 80% de l'humanité se trouve à un niveau technologique qui est de loin inférieur aux 20% ou même 10% qui sont les pays industriels. Et c'est pour cela que le potentiel de croissance dans le monde aujourd'hui est très élevé par toute référence historique. Bien entendu, le processus d'intégration économique internationale, donc de globalisation et d'échange d'informations et de renseignements, joue un rôle fondamental dans ce contexte. Ceci étant, comme a dit Karim, comme tu dis, il est parfaitement possible pour un pays d'avoir un très grand potentiel de rattrapage et de rattraper rien du tout. Et les erreurs commises en Russie dernièrement, toute une série, à mon avis, d'erreurs politiques et non seulement économiques, les erreurs dont a parlé Ottaviano de la deuxième phase de la reprise du Brésil est un autre exemple. Mais pour venir plus proche à nous, ici à Paris, la zone euro, l'Italie, la Grèce, l'Espagne ont fait des erreurs gigantesques dans leur gestion de la zone euro. Et donc l'Italie, qui était un pays vraiment de forte croissance pendant très longtemps, ça fait 15 ans que l'Italie ne croît pas et qui diminue, le niveau de vie de l'Italie diminue. Donc les politiques économiques comptent beaucoup, elles comptent beaucoup dans les pays en développement, elles comptent aussi beaucoup dans les pays industriels,
Et en fait, j'espère que une des valeurs du genre de rencontre qu'on a eu aujourd'hui, et puis la dernière fois à Rabat, c'est de ressortir certaines de ces grandes leçons de politique économique. Et un des rôles de la communauté internationale, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, où travaille Ottavien, où vous travaillez les Ottavianos, un de leurs rôles, c'est de communiquer ce genre de messages. C'est aussi le rôle des think tanks. Et le rôle de Ouais, think tank, comme l'IFRI et comme OCP Policy Center, absolument. Voilà, le rôle des think tanks, c'est de croiser, je crois, les approches. C'est ce qu'on a bien réussi à faire. Le grand avantage du think tank, c'est qu'ils peuvent être très clairs dans la mesure où ils restent indépendants. Et ils sont indépendants, ils restent indépendants, ils jouent un rôle absolument fondamental parce qu'ils peuvent s'exprimer, ils ont l'expertise d'un côté et l'objectivité qui est nécessaire pour ce genre de travail. Bon, c'est un encouragement à nous retrouver dans quelques mois, je ne sais pas où, mais on prendra 4 autres pays, si tu en es d'accord. Voilà, on va continuer et on vous remercie. Surtout, c'est important d'avoir ce niveau d'expertise autour de la table et ça nous motive pour poursuivre sur 4 pays. On vous en reparlera au mois de décembre. Merci à tous. Merci. 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 Presque.